Donc, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est que même si tu ne vibres pas sur la même fréquence, apparemment, il y a certaines entités dimensionnelles qui, elles, peuvent tout à fait capter Oui. celles qui sont même invisibles à leurs Ah yeux, oui, voilà, celle-ci, oui, visiblement, elles étaient capables. Voilà. et en même temps de pouvoir communiquer. C'est ça qui est fort. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et c'était des gens très supérieurs à moi. Il y a un moment où on a beau être bagarreur, on se dit bon, j'y arrive pas là, hein. Alors je me casse. Je reviens très terrestre avant qu'on continue, Marc Auburn. D'ailleurs, je rappelle pour les auditeurs, 0,001% l'expérience de la réalité aux éditions Interkeltia ou Atlante. Interkeltia avec un K. Vous pouvez retrouver et commander le livre directement sur le site interkeltia.com et notamment le blog de Marc, marc-auburn, A-U-B-U-R-N. Marc-la touchiste de votre clavier auburn.com. On va revenir, après cette respiration musicale, sur le plancher des vaches, si je puis Allez, dire, hein. En tout cas, une parenthèse, la couverture du livre, d'ailleurs, je vais là, hop là. La couverture du livre, c'est là que ça se passe. Voilà pour les auditeurs. Tu peux nous décrire un petit peu qui a fait l'illustration? Parce que de ce que j'ai cru en saisir, je sais plus où, que c'est très ressemblant. oui, alors en fait, en discutant avec mon éditeur, je me suis dit on va faire une couverture qui essaie, si possible, de se rapprocher de la réalité. Donc je voudrais représenter quelqu'un en voyageur du corps avec son aura, son aura mentale et une petite part de charge éthérique et la corde d'argent. Et bon, on a essayé de briefer l'illustrateur un bon moment en utilisant des mots, quoi. Ça fonctionnait pas vraiment. Il nous faisait des projets. Bon, voilà, il faisait ce qu'il pouvait, hein, mais bon, ça fonctionnait pas. Et un soir, donc je vais voir ma voisine. Elle avait bon, elle a un jeune enfant de 3 4 ans. Je lui dis, allez, est-ce que tu peux me prêter des crayons de couleur? Je vais faire un truc. Parce que vraiment, on n'y arrive pas. On avait bataillé pendant plusieurs semaines, je sais pas, 2 ou 3 semaines ou 4 semaines avec l'illustrateur. Et bon, ça collait pas. Je dis, non, 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 c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc j'ai bricolé plusieurs dessins. Moi, je suis pas du tout dessinateur, hein, donc avec des crayons de couleur. J'ai scanné ça, je lui ai envoyé à plusieurs reprises. On a beaucoup tâtonné. Et puis on est arrivé à cette espèce d'approximation que j'ai voulu représenter de ce qu'on voit vraiment. Et j'ai tenu à ce qu'il représente la corde d'argent parce que la corde d'argent, quand elle est là, c'est-à-dire quand les gens ont un véhicule physique encore en bon état de fonctionnement, c'est un des moyens de reconnaître ces gens-là, de les distinguer de ceux qui n'ont pas de corps physique, c'est il faut bien regarder leur nuque. Alors je dis pour les auditeurs, si vous êtes dans cet état-là et que vous voulez faire la différence, regardez leur nuque, il y a une espèce de radiation rosâtre, parce que la corde d'argent en elle-même, quand on est éloigné du corps physique, elle est tellement fine qu'on n'est pas obligé de la voir, quoi. Quand on est très proche du corps physique, où elle est grosse, ça peut être grosse comme le pouce, mais dès qu'on se barre à même quelques mètres, elle devient aussi plus fine qu'un fil d'araignée et après on voit plus rien. Par contre, ça fait cette radiation rosâtre ici qui résulte d'une espèce d'activité qui est liée à la tâche elle-même de la corde d'argent, parce que c'est tout un réseau qui parcourt l'arrière, peut-être la totalité du corps de lumière, une espèce de maillage, et ça se rejoint ici, et ça forme la corde d'argent. Voilà. Donc je voulais qu'on le représente, et l'illustrateur a fini par faire quelque chose de vaguement ressemblant, et à un moment ou à un autre, il a fallu arrêter d'essayer d'améliorer le truc, et on s'est arrêté sur cette image-là, voilà. Mais bon, je me dis, bon, enfin, c'est approximatif, hein. On a fait du mieux qu'on peut, désolé. L'enfant aux commandes et notre invité ce soir, Marc Auburn. 0,001% l'expérience de la réalité, Auburn, A-U-B-U-R-N, marc-auburn.com pour le blog de Marc. Donc, revenons à nos moutons, j'allais dire même sur le plancher des vaches. Allez. À savoir la manière dont tu considères ton corps, ce depuis l'enfance et le contact que tu as pu avoir, puisque je pense que les auditeurs ont pu comprendre à quel point tu aimais voyager, voir la nature, les paysages, etc. Ton rapport à la nature et ton rapport au corps, au vu de corps physique, hein, j'entends, au vu de tes différentes expériences extracorporelles. Ben, c'est encore une fois un mélange de deux genres. Euh, il y a le côté, on va dire, classique, auquel tu peux t'attendre, c'est-à-dire, bon, j'aime bien profiter du corps physique, de la manière dont tout le monde aime à en profiter, avec les plaisirs qui sont classiques, et le souci de l'entretenir en bonne santé. Donc je fais du sport, bon, voilà. J'aime bien les bonnes choses. Et, euh, et en même temps, cette conscience quasi permanente que c'est pas ma seule enveloppe
et que celle-ci n'est pas celle que je préfère, fondamentalement, même si j'utilise de manière transitoire. Donc c'est assez difficile à entendre pour les gens de ma famille, en particulier pour ma compagne, moi et mon épouse. Euh, Difficile de se faire entendre à ce niveau-là, mais quand même, de temps en temps, je lui explique que bon, aussi agréable que soient mes rapports avec elle, mon corps physique, c'est pas l'instrument que je préfère. Voilà. Alors, est-ce que la conscience que tu as de ton corps, de maintenir en bonne santé, qu'est-ce que ça implique? Tu parles de sport, est-ce que c'est depuis Oui, que t'es gamin? non, non, c'est arrivé assez tard à l'adolescence, ou enfin encore que bon, je faisais du sport assez tôt, mais bon, pas très doué. Et puis de bonnes capacités sportives sont arrivées à l'adolescence. Donc je fais régulièrement du sport. J'ai des dispositions physiques qui sont plutôt correctes, on va dire naturellement. En termes de force, d'endurance, bon voilà. Donc j'entretiens ça en faisant régulièrement du sport, ça fait partie de l'hygiène. Je ne prends pas, je n'ai jamais pris de drogue, de quelque nature que ce soit. J'ai très très peu consommé d'alcool tout au long de ma vie. Bon, voilà. J'ai jamais été ivre de ma vie, alors certains pourront dire que c'est triste, mais non, je sais très bien m'amuser, sans pour autant prendre des produits qu'on dit festifs. Et je profite de la vie, je pense très bien. Je dis pas que je fais pas des abus de temps en temps de chocolat ou de gâteau, voilà. Euh, mais voilà, c'est quelque chose d'ordinaire. Simplement, quand je considère même l'aspect physique de mon corps quand j'en suis sorti, je dois dire que je suis pas très fier d'habiter un truc pareil. J'ai l'impression d'habiter, enfin, d'être ouais, assimilé transitoirement, une espèce de primate assez moche. Voilà, c'est Ah comme oui, ça. d'accord. Ouais, c'est comme Ah, t'as un ça. regard donc assez sévère sur ce corps. Non, c'est assez objectif. C'est pas quelque chose. Tu sais, tu quand tu sors, bon, tu jettes un coup d'œil sur ce qui dort dans le lit, enfin, ou ce qui est allongé dans le lit. Bon, tu Le te dis, oh sac là de là, viande. le sac de viande, mon Dieu. Oh là, bon. Bon, ben, moi, je me tire d'ici en général, et ce qui dort dans le lit, je l'oublie rapidement et bien volontiers. Voilà. Et quand il est question de revenir, c'est jamais bien volontiers. Rarement, du moins. Voilà. Donc, parce que j'ai d'autres références, et j'ai d'autres références en termes de sentiment de vitalité, de plénitude et même d'esthétique. Le corps de lumière est incomparablement plus sympathique et beau que le corps physique, Oui, même c'est ce que si, tu dis à un moment donné mais oui. d'une personne que tu rencontres de l'autre côté, alors que tu l'avais connu sur Terre, et de voir à quel point son corps de lumière est à ce point-là embelli par rapport à la version Bien physique. sûr. Et bon, tu as rencontré mon épouse. On ne peut pas dire que ce soit un laidron, mais bon, les gens que tu rencontres dans leurs conditions ordinaires dans le corps de lumière sont d'une très très grande beauté, enfin esthétiquement parlant, et c'est sur de multiples niveaux que ça se passe. Donc quand tu as ces références-là dans l'esprit, bon, tu te dis, bon, tu vois passer une belle personne suivant les critères physiques, tu dis, bon, oui, bon, voilà. Ouais, ça Parce permet de que tes relativiser références pas mal de choses. sont un peu différentes, et puis c'est valable aussi pour l'architecture, comme je te disais tout à l'heure. Voilà. Simplement, tu as un champ de comparaison plus vaste, et bon, voilà. Bon, ça relativise un peu la vie que tu peux avoir. Alors, ton rapport à la nourriture, et notamment par rapport à la viande, on pourrait penser que, au vu de la conception et de la vision du monde que tu as, que tu portes un regard sur le monde animal, végétal, qui est forcément différent. Donc, de l'alimentation que tu as, Bah, qu'est-ce que tu portes comme regard écoute, dessus? voilà, comme regard, je parlais de ce que je fais, hein. Bon, le regard, c'est une chose. Ce que je fais, moi, je mange tout à fait ce que mangent les gens on va dire, ordinaires et moyens. Donc, je mange de la viande, du poulet, tout ce qui mais des légumes, des céréales. Bon, ça m'empêche pas de considérer, même si je cherche à l'ignorer d'une manière ou d'une autre, qu'on traite les animaux d'élevage d'une manière absolument terrible. Et j'en suis conscient. Et il m'arrive, bon, à mon corps défendant, de m'excuser en mangeant un poulet ou une viande quelconque, de m'excuser auprès de l'animal, où qu'il soit, de consommer ainsi son véhicule physique et de cette manière-là. Donc bon, c'est pas pour ça que je suis dédouané de la responsabilité, bien sûr, mais bon, j'ai une vague conscience au moins qu'on n'agit pas correctement envers ceux qu'on appelle les animaux. Voilà.
D'accord. Donc, mais ça m'empêche pas de me comporter comme tout le monde, un consommateur normal, lambda. Ok. Je suis pas végétarien, ni macro-biotien, je sais pas comment on peut dire. Donc non, rien de tout cela. Comment considères-tu, puisque tu parles des végétaux, en tout cas dans l'assiette, sur les OGM, sur les pesticides, les insecticides, de ce que tu as dans l'assiette, une fois que tu l'as dans l'assiette, dans quelle mesure tu fais ou pas attention? Est-ce que c'est important pour toi ou pas? Bah, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Alors, c'est peut-être un peu particulier, mais je le soulignais auprès de mon épouse encore il y a 3-4 jours. Il m'arrive systématiquement quelque chose quand je taille la pelouse ou la haie, ou que je coupe un arbre pour élaguer une branche. Et l'autre jour, j'ai coupé 2 arbres morts, et ça s'est pas produit, mais presque systématiquement, quand je coupe un végétal dans la journée et que je me couche le soir, bien qu'en étant loin de penser à tout ça, la première chose qui se présente à mon esprit, c'est l'image végétale qui me dit en quelque sorte, tu m'as coupé. Alors, c'est assez infernal, ça, parce que ça dure depuis des dizaines d'années. Ça arrive à chaque fois. Voilà. Je coupe un végétal dans la journée. Bon, et voilà, l'image se présente. C'est pas quelque chose qui me juge ou qui me dit tu as mal fait de faire ça, mais c'est une image très forte qui arrive immédiatement dès que je baisse ma garde en disant voilà, tu as fait ça dans la journée, tu as coupé ce végétal-là. Donc je pense qu'il y a une forme, encore une fois, de conscience du végétal et qu'elle n'est pas dans la hiérarchie forcément en bas. Et que quand on coupe un végétal, on commet aussi une espèce d'agression vers quelque chose qui est de l'ordre du vivant et du conscient. Et c'est pas, encore une fois, quelque chose que je dis d'un point de vue théorique, puisque ça s'impose à mon expérience sans que je le veuille, hein. Voilà. Ça arrivé encore cette semaine. Donc, alors bon, ça me dédouane pas, encore une fois, de ce qu'on fait, du fait de consommer des animaux morts. Mais malgré tout, effectivement, tu vois, j'utilise ce terme-là, ce qui montre que j'ai une conscience, même si je pratique la même chose que les autres. Je dis, bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah tiens, on va manger un animal mort. Voilà. Bon, ça fait rigoler moyennement certains de mes invités, mais bon, j'ai quand même cette conscience-là. Maintenant, quand on va manger une pomme, qui est un instrument de reproduction pour un arbre, bon, tout est relatif. On est dans un cycle dans lequel on a besoin de nourrir notre corps physique, je pense. Je pense également qu'il y a des moyens de faire autrement et que les gens qui racontent qu'ils se nourrissent De prana. de prana, à mon idée, dans ma conception du monde, je pense qu'ils ont raison et que c'est possible. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bon, Oui, oui. je me comporte de manière ordinaire et commune, tout en ayant une vision du monde telle que je viens de la décrire. Ce qui est intéressant, à travers ce que tu décris, c'est qu'en même temps, tu as la conscience que tout est conscience, que finalement tout est relié, que nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc, je peux moi-même être la pomme que je mange ou l'animal que je mange. Et pourtant, il y a une certaine forme de... alors, je dis pas culpabilité, c'est pas ce que j'ai ressenti dans tes propos, mais conscience de, quelque part, si je pouvais faire autrement, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Enfin, il m'arrive d'en rêver tout. Je veux dire, bon, le fait de ne plus avoir besoin de manger, à la limite, ça me dérangerait pas. Même si c'est une forme de plaisir, il y en a d'autres, hein, on en trouvera d'autres. Et on a déjà une petite palette à notre disposition, bon voilà. Mais bon, je me sens peut-être pas doué ni motivé pour arriver à ce genre de choses. Je comprends que c'est possible, l'énergie éthérique qui nous baigne peut également nous nourrir. Et je vois qu'elle circule dans tous les sens. Je ne me suis jamais intéressé à la façon d'utiliser ces énergies pour me passer de manger, mais il est arrivé quelquefois dans ma vie où je mange peu et j'avais tendance à observer que j'avais plutôt un regain d'énergie, même au niveau physique, hein, qu'autre chose. Donc voilà, il m'est arrivé de jeûner pendant 2-3 jours ou 4 jours pour différentes raisons. Et puis c'était également des périodes où j'étais capable de courir longtemps et par tous les temps. Donc bon, je ne sais pas si c'est complètement lié que ça à la nourriture, je ne sais pas. Maintenant, dans ton rapport au règne végétal, avant d'aborder celui de l'animal, entre ce que tu as pu voir de l'autre côté du miroir et de la manière dont le végétal est conscient et de la manière dont dans ton corps physique, lorsque tu te promènes en pleine nature, la différence de rapport, ou on va dire ce que tu as pu ramener de ces autres Oui, dimensions. mais c'est ça. C'est bien comme ça que je voulais répondre à ta question là. Quand tu prends conscience de la nature peut-être un peu cachée, hein, encore une fois provisoirement de ce qui est en réalité, tu fusionnes. Il s'agit de fusionner, hein, ou te mettre en harmonie ou de communiquer plus facilement avec le monde végétal, par exemple. Et oui, ça, il peut tout à fait arriver, comme ça m'arrive inopinément,
de fusionner mon énergie, je sais pas, avec un buisson ou un arbre et d'éprouver une espèce de douce extase qui est toujours très atténuée par rapport à ce qu'on éprouve hors du corps, mais qui est quand même, bon, qui est quand même bien là et c'est bien agréable. Voilà, donc c'est des petits plaisirs. Est-ce qu'il y a communication quand tu parles de partager l'énergie? Est-ce que pour toi ça veut dire communication? Oui, c'est par définition la communication, enfin dans mon idée, à ce niveau-là, la communication, c'est les alignements d'énergie, enfin si on peut parler d'alignement, mais une espèce de synchronisation, et on sent vraiment qu'il y a un échange, qu'il y a une espèce de fusion, qui n'existe pas, tu sais, tu l'observes directement quand tu vois deux personnes incompatibles, leurs énergies se repoussent l'une à l'autre, voilà, c'est visible, quoi, tu le vois très bien. Et c'est valable pour toute chose. Quand les choses fusionnent vraiment géographiquement, c'est qu'il y a une espèce d'affinité. Quand tu vois deux personnes, par exemple, qui ont l'air de s'entendre mais qui s'entendent pas, ça peut être un couple, tu vois les auras qui s'écartent de chaque côté pour vraiment éviter de se toucher. Bon, voilà, tu vois ça de tes yeux, quoi. Tu comprends qu'il y a des règles de genre là. Donc, euh, qu'est-ce que tu as conscience que... Alors, je vais te donner un exemple. Tu te promènes dans un parc. Tu vois un super bel arbre, Hmm. un cèdre, admettons. Bah voilà, tu tombes bien, c'est un de mes arbres préférés. Donc, tu es dans ce corps physique, mais tu sais, pour l'avoir expérimenté dans l'autre dimension, Et que c'est... tu prends un très bon exemple, vraiment très bon, Bah, du cèdre. voilà. Bah, donc, qu'est-ce que l'arbre dans ces autres dimensions peut te dire? Quel genre de communication vous pouvez avoir? C'est ce qu'on peut appeler la communication non verbale, parce que sorti du corps physique, tu communiques avec un espèce de langage universel qui te permet de communiquer avec toute forme de conscience, y compris les consciences de végétaux, qui passe pas par le langage parlé, mais qui est plus complet, plus précis et plus rapide. Donc effectivement, qui te permet une forme de communication avec cette conscience-là, qui n'est pas une conscience de type humaine, mais qui est une conscience tout de même. Je parlais d'effacement des frontières et de diversité et de complexité. Voilà, tu assistes à ça, tu assistes à quelque chose qui te touche profondément. Tu peux t'adresser, quand tu es dans ton corps physique, moi, tu prends l'exemple du cèdre. Je me souviens qu'une des premières fois où j'ai, dans un monde supérieur, fusionné, dansé en volant autour d'un arbre qui ressemblait beaucoup à un cèdre terrestre, je sentis un tel amour pour cet arbre, une telle attirance, c'était prodigieux. Donc j'en ai gardé de ce moment-là une affection particulière pour les cèdres. Enfin, tu prends vraiment un très bon exemple. Tombé dans le mille. Oui. Et oui, alors qu'est-ce qui se passe? Alors bon, on peut penser que c'est du romantisme ou je sais pas, ou de la poésie, mais bon, je rencontre un arbre, je lui parle, je dis salut, comment ça va? Est-ce que tu m'autorises à venir vers toi? Comment? Enfin voilà, voilà. Je pense qu'un tas de gens font ça sans pour autant en parler, parce qu'on sent que bon, c'est des créatures. On sent très bien, enfin, qu'il y a une masse d'énergie autour de ces êtres-là, qu'ils ont une forme d'existence, que leur proximité peuvent nous apaiser, nous regonfler. Enfin, bon, c'est tangible. Voilà, les gens un peu sensibles, je pense qu'on est dans une période où peut-être que les gens prennent conscience de ça de plus en plus. Ils peuvent profiter de cet échange qu'il peut y avoir, parce que l'arbre se nourrit aussi de notre expérience. Et ces affaires-là, ce sont des échanges. Voilà. Tout est transaction à mon avis, dans l'univers. Tout est échange d'informations. Alors, justement, tu nous parles dans ton livre de la pensée non verbale. Alors, tu donnes Hmm. quelques exercices pour pouvoir développer ça et des conséquences lorsque l'on observe ses pensées. Oui, alors, moi, encore une fois, je parle de ce que j'ai vécu, hein. En faisant ce travail sur moi, je me suis rendu compte en examinant mes pensées attentivement que la pensée se produit en deux temps. Dans un premier temps, elle naît de manière non traduite dans ma langue, qui est le français actuellement. Et la seconde d'après, enfin, le dixième de seconde après, ou le millième de seconde après, le cerveau physique va la traduire dans ma langue maternelle. En observant attentivement le phénomène, on se rend compte qu'il y a cette espèce de phase, enfin, cette espèce de séquence dans laquelle la pensée naît, elle est dans un langage universel, ensuite elle est traduite dans le cerveau physique, donc dans la langue maternelle. Quand on prend conscience de ça, enfin moi je l'ai vécu, donc voilà, j'explique dans le livre, on apprend à peut-être se cantonner un peu plus dans la pensée non verbale, et à ce stade-là, on est dans les aptitudes télépathiques. C'est tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et à ce stade-là, la pensée non verbale, on rentre dans la communication avec toute forme d'intelligence humaine ou non, assez facilement. Voilà, on peut discuter et parfaitement comprendre. Et j'ai eu cette expérience assez tôt. Ce que pense quelqu'un qui parle une langue étrangère, qui parle pas du tout le français, et avoir quand même quantité d'informations précises sur ce qu'il a dans la tête.
Ayant abordé le règne végétal, comment est-ce que cela se passe avec l'animal? J'entends, est-ce que tu as eu, durant ta jeunesse, des animaux de compagnie? Oui. Quel était ton rapport avec eux, chat, chien ou autre d'ailleurs? Qu'est-ce qui t'a surpris le plus, je dirais en passant de l'autre côté et en revenant sur finalement ce que peut-être tu ne percevais pas Oui. du fait de ton corps physique qui était limitatif et de l'autre côté de voir à quel point les échanges sont beaucoup plus riches qu'on ne le pense. Mais il y a des catégories de ceux qu'on appelle les animaux qui sont assez surprenants. Et les chats, par exemple, j'ai abordé cette question-là, tu vois, là, tout à l'heure on parlait de ça. Et c'est assez surprenant ce qu'on découvre par rapport à des créatures comme les chats ou certains chiens, mais plus souvent les chats. Et je te parlais des espèces d'adjoints d'évolution spirituelle dont ils se chargent de temps en temps auprès de certaines personnes. Et c'est peut-être ton cas, toi, Laurent, je l'ai dit tout à Donc l'heure. quand tu dis adjoint, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, des gens qui travaillent avec toi par rapport à ton plan d'évolution et qui en tirent un bénéfice personnel aussi, parce que ça fait aussi partie, c'est une espèce de travail d'équipe au bénéfice des deux parties. Voilà. Et les chats sont des créatures particulières en général. Et il est assez facile, voilà, quand on est sur le plan non verbal, d'établir une communication avec eux et puis d'avoir des informations de leur point de vue. Donc bon, c'est pas quelque chose qui me prend la tête non plus tous les jours, mais bon, mon épouse le soulignait, là on est allé se promener ce week-end dans un certain lieu, j'ai croisé un chat, bon, j'ai échangé deux, trois informations avec lui. Donc mon épouse me dit, mais qu'est-ce que tu faisais? Je dis, bah, je discutais un peu avec le chat. Je sais que ça peut paraître particulier, mais bon, voilà, bon, j'ai discuté avec le chat 2 minutes. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, viens. Et il s'est pointé, donc ouais, c'est vraiment une pensée mentale extrêmement forte. Je sais qu'il faut leur parler fort parce que l'être humain, généralement, il a une pensée incohérente, peu structurée, donc voilà, il faut une pensée forte et structurée et solide pour communiquer. Donc voilà, donc j'ai lancé cette espèce d'injonction, cette invitation de manière très forte et très pure. Et bon, il est venu tout de suite. Et puis il s'est assis à côté de moi. Et puis il m'a donné quelques informations sur son mode de vie. Et puis voilà. Et puis après je suis parti parce que tout le monde m'attendait plus loin. Je sais que raconter des trucs comme ça fait bizarre, Ah mais non, bon, mais ouais, je trouve ça fun. c'est comme ça. Bon, tu connais mon épouse, hein, je lui dis, bon, je discutais avec le chat. Bon, ben, voilà, c'est comme ça. D'autres animaux que tu as trouvé peut-être pertinents dans ce qu'ils viennent incarner sur cette terre. Je prends l'exemple aussi bien, je sais pas, de vaches qui est communément répandu, des chevaux. Oui, des chevaux. Alors moi je raconte, alors c'est pas exactement sur le même sujet, dans un épisode qui s'appelle, dans un chapitre qui s'appelle Cadeau de bienvenue, dans un monde supérieur. On m'a fait un cadeau totalement imprévu parce que moi, Cheval de lumière? oui, le cheval de lumière, ouais. Parce que sur le plan physique, faut dire que tout ce qui est de l'ordre du cheval me laisse dans une indifférence profonde. Voilà, ça m'indiffère dans des proportions cosmiques, le cheval. Bon, il y a des choses comme ça. Alors bon, peut-être certains vont s'indigner de ça, mais bon, moi tout ne m'intéresse pas. Et un cheval ne m'intéresse pas, voilà, ni pour monter dessus, ni pour le regarder courir. Bon. Et néanmoins, dans ce monde-ci, on m'a fait un cadeau magnifique, qui était un cheval qui était une création artistique, mais animée, et qui véhiculait beaucoup de choses, dont de la musique, mais pas seulement. Et c'était le cadeau d'une amie qui me souhaitait la bienvenue. Et c'est quelque chose que j'ai tenu à raconter dans cet ouvrage parce que ça dépeint de manière assez précise comment certaines choses peuvent se passer là-dessus. Parce qu'on peut parler du paradis et puis faire des grosses enfumades à la façon des religions, en leur disant que grosso modo le paradis va ressembler furieusement à l'idée qu'ils se font de l'amélioration de leurs conditions terrestres. Mais non, les choses se passent différemment, c'est plus vaste et plus inattendu. Et je donne cet exemple-là pour illustrer ce qui se passe. Et c'est quelque chose qui s'est passé réellement et qui peut donner une idée aux gens de ce qui est réel et puis peut-être les aider à se souvenir en fait des choses qui sont D'ailleurs, enfouies en nous. cet artiste, pour finir la petite histoire quand même, cet artiste qui mesurait plus de 3 mètres de haut, qu'est-ce que... Alors on t'a emmené la voir, hein, c'était... alors ce qu'elle pouvait représenter pour toi, et je dirais, c'est ça qui est intéressant dans cette notion de hiérarchie spirituelle, c'est que cette femme apparemment avait
une conscience très large, très développée, hein, Tous les gens de ce monde-ci étaient dans cet état-là. J'essaie de l'expliquer un petit peu, mais... et en même temps, elle te fait ce cadeau, Hmm. alors, certainement aussi symbolique. Je ne sais pas si tu en as compris quelque chose. J'en ai pas compris, si ce n'est quelque chose d'extraordinairement beau et de surprenant. Voilà, très Et, beau et très surprenant. et, alors, le comble du comble, c'est que toi, tu gardes la taille que tu as présentement. Hmm. Elle mesure 3 mètres de haut. Finalement, tu la prends dans tes bras. Elle me prend dans ses bras. Ah, c'est l'inverse. Ah C'est oui, elle elle qui. me prend dans ses bras. Bah, d'abord, ces gens-là me conduisent à quelqu'un qu'ils ont besoin de me présenter. Alors moi, j'éprouve en arrivant dans cet endroit-là toujours la même chose. Je dis, bon, je vais me balader, je vais voler, je vais tracer. Voilà, toujours le même truc. Bon, en gros, ils m'ont dit, calme-toi, attends, ça va te passer. Oh, les garnements. Oui, voilà. Non, non, mais si, mais bon, j'ai envie. Allez, bon, non, non, mais bon, allez, viens, on a des trucs à te montrer. Bon, sois gentil, calme-toi. Mais bon, ces gens très sympathiques. On fait quelque chose comme une marche, mais qui n'est pas une marche, parce qu'on ne se déplace pas de cette manière-là. C'est plutôt des sortes de glissades. Très sereine dans un paysage magnifique, beaucoup de lumière. Et puis il y a cette espèce de cheval de lumière qui vient derrière nous, qui nous dépasse. Et on arrive à cette personne qui, de mon point de vue, de la taille de mon corps de lumière, me paraît une espèce de géante absolue. Je lui arrive vraiment très bas. Et elle me prend dans ses bras et j'ai le réflexe, bon, parce qu'on vient avec son ego et ses habitudes adoniennes, je lui dis, elle va me briser en 1000 morceaux. C'est pas possible, c'est Hulk qui me prend dans ses bras et elle va m'exploser complètement. Pendant une seconde, j'oublie que je suis dans un corps bon, indestructible, un corps de lumière, et comme je suis dans le même niveau de matérialité qu'elle, bon, elle me touche, hein, voilà. Donc j'ai peur sur le coup, voilà. J'ai peur qu'elle m'éclate littéralement, hein. Vous avez quelqu'un qui fait, bon, je sais pas, 2,50 m ou 3 mètres, elle vous prend dans ses bras, elle se dire, même si elle fait pas exprès, elle va m'exploser. Et en fait, non, c'est pas ça qui se passe. C'est quelque chose comme une très grande tendresse, un très grand respect. C'est beaucoup de sentiments complexes, beaucoup de délicatesse, c'est tout en même temps. Enfin, et pas de hiérarchie. Je te parlais de l'absence de hiérarchie. Cette personne qui me paraissait une créature extrêmement évoluée, et moi étant un semi-dormeur, conscient dans le monde astral, bon, étant en plein sommeil dans le monde physique, les trois quarts du temps, voilà, cette personne m'accueille exactement comme si j'étais son égal et un ami depuis des dizaines, des centaines de siècles. Et ça, c'est très surprenant parce qu'on vient avec une partie de son ego et plus le temps passe, finalement, plus cette partie de l'ego héritée du monde physique a tendance à se dissoudre et à disparaître. Mais quand on ramène le souvenir dans le corps physique, c'est difficile aussi d'aborder ce genre de concept parce que, comme je te disais tout à l'heure, il faut que le cerveau physique ait déjà les concepts préparés dans un coin en disant bah tiens je vais héberger tel concept parce que bon ce souvenir est arrivé, bon mais c'est déjà prêt, j'ai déjà les outils pour analyser ce truc-là. Mais quand il n'a pas les outils, qu'est-ce qu'il fait? Alors bon, il faut l'empêcher d'inventer, il faut lui dire bah écoute si t'as pas les outils, si t'as pas les concepts, tu fais un blanc et c'est tout, c'est bien comme ça. Donc cette personne-là m'a montré un certain nombre de choses. C'était une artiste et ses créations n'étaient pas du tout figées comme les peintures qu'on rencontre sur Terre. C'était des choses qui avaient un contenu émotionnel, musical et bien plus que ça, mental, et qui n'étaient pas forcément figées d'un point de vue représentation. Donc bon, c'est assez difficile à expliquer quand même. Mais le cheval de lumière est une bonne illustration malgré tout. Et j'étais vraiment soufflé quand elle m'a montré des œuvres qui étaient en rapport avec moi. Alors là, vraiment, c'est un peu comme si, je sais pas, je prends une idée, comme si un empereur quelconque m'emmenait dans son palais en disant, bah, écoute, j'ai quelqu'un que j'ai jamais vu de ma vie, qui est immensément puissant, qui me dit, bah tiens, j'ai pensé à toi, j'ai peint telle et telle toile à ton sujet. Ah, bon, j'étais sidéré. Une Et muse. c'est vraiment, c'est vraiment difficile à décrire, quoi. C'est très émouvant, c'est puissant. Et j'ai essayé d'expliquer ce que sont ces gens-là pour essayer d'expliquer aussi les conditions de vie dans les mondes supérieurs. Moi, j'apporte un témoignage, un peu simple peut-être, un peu avec des mots maladroits, et parce que ces concepts sont difficiles à expliquer, mais j'essaie d'expliquer que ces gens-là sont loin d'être bon, à l'image de ce qu'on peut imaginer, les religions, etc., des créatures qui sont perçues comme très évoluées ou très adultes ou très saintes. C'est un mélange profond de sensibilité, d'intelligence, de sagesse, de maturité, et en même temps, ils sont comme des enfants. Et c'est tout en même temps. Donc c'est quelque chose comme des êtres extrêmement complets. C'est très difficile à décrire. On n'a qu'une envie, c'est de leur ressembler.
Voilà, c'est d'où la question, c'est qu'est-ce qu'on fiche ici? Ben, on a envie de ressembler à ces gens-là. Tôt ou tard, et le moyen d'y arriver, c'est de revenir ici un certain nombre de fois. C'est, tu te dis, mais c'est pas possible, des créatures comme ça. Mon Dieu. Voilà. En tout cas, je vois l'émotion dans tes Ouais, yeux, hein. ouais, ouais, c'est difficile. Ça, c'est la nostalgie. Revenons là aussi pour ce qui est des différents règnes. D'ailleurs, je vous rappelle le numéro de téléphone, le 08 92 23 95 20. N'hésitez pas. Enfin, bon, il y a beaucoup de sujets qui n'ont pas été abordés encore, mais c'est l'occasion, par rapport à ce qui a pu être dit, de venir poser les questions à Marc. 08 92 23 95 20. Concernant le règne minéral, cette fois, il y a un bel exemple dans le livre. C'est lorsque tu vas à Bora Bora. Tu nous le racontes? Oui, 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 c'est encore une fois quelque chose de, bah, c'est quelque chose que j'ai vécu qui était au départ incompréhensible. On fait ce voyage avec ma compagne de l'époque. On va à Bora Bora, bon voyage de rêve, un voyage long. Je rentre un petit peu dans les détails du livre, dans le livre, mais je pose le pied sur le petit avion qui nous met de Tahiti à Bora Bora. On était au Club Med. Je pose le pied et j'entends mais très distinctement une voix qui me dit Bienvenue chez toi. Ah bon, et cette ville ne s'appelle pas Bora Bora, mais Pora Pora, je ne sais plus quoi. Ah bon, donc je réponds à la voix, bon, bah, c'est comme ça, ok, très bien. Sauf que moi, je me souviens pas du tout que ce soit mon chez moi. Et je me souviens bon, de mes vies passées, mais bon, très bien, c'est mon chez moi. Je suis pas au courant. Merci bien de l'information. Et hop, au Club Med. Et tu as lu ce chapitre, il est vraiment particulier. Bon, il y a de tout dans ce bouquin, tu vois. Et la première nuit, il m'arrive un truc qui m'est jamais arrivé de ma vie, qui m'est jamais arrivé depuis et qui ne m'est pas arrivé après. Je me réveille en plein milieu de la nuit, mais je suis mort de rire. Mais je ris aux éclats. Je réveille, ma femme est réveillée, mon épouse de l'époque, elle est réveillée, elle m'entend rire, mais je ris à gorge déployée, j'en peux plus, je ris, je ris, je ris, je ris. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu ris? Je dis, je n'en sais rien. Voilà, bon. Je dis, bah, allez, un effet du voyage, le décalage horaire, il y a beaucoup de décalage horaire, allez, on oublie ça, bon, voilà, c'est un truc bizarre, je suis content d'être en vacances, je sais pas. La nuit d'après, ça recommence. Bon, deux fois, bon, en plein milieu de la nuit, à rebelote, comme on dit. Je ris aux éclats et en même temps je me dis mais pourquoi est-ce que je ris? Je ne comprends pas. Mais vraiment un rire franc, direct, et puis alors vraiment à me vider les poumons. Bon, je me dis deux nuits, bon voilà. Troisième nuit, ça recommence. Même phénomène. Alors là, je me dis bon là, il se passe quelque chose quand même de pas ordinaire parce que le décalage horaire, je veux bien, mais bon, ça y est, on est en vacances, c'est passé. Donc, je me retire un petit peu dans un coin, je dis, bon allez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je comprends pas. Alors, bon, je pratique une technique personnelle, dans ce cas-là, je me mets un peu en moi-même, je dis, allez, je voudrais que trouver la solution, la réponse à cette énigme, sans idée préconçue de quelque manière que ce soit. Et là, par un mécanisme qu'on pourrait appeler la vision en distance, la réponse arrive quasi instantanément. Une partie de moi-même, on parle de l'endroit où se trouve vraiment la conscience. Mais bon, allez, c'est relatif cette affaire-là. Euh, une partie de ma conscience se dirige tout droit vers le centre de l'île. Il y a une espèce de truc de mont, enfin c'est une île volcanique, ce qui domine l'île. Et là, je prends contact avec une entité de type éthérique, qui est de type, je garde les lieux d'un point de vue énergétique, je suis le patron du lieu. Alors bon, Christophe parle de ça dans ses bouquins, mais moi à l'époque, Christophe Alain, je l'avais pas lu, je sais même pas s'il existait d'ailleurs. Donc, et donc avec cette personnalité-là, qui m'explique comment elle travaille avec le lieu, il y a une espèce de hiérarchie dans les créatures éthériques, et c'est le patron. Et petite discussion avec ça, bah, qui m'explique, ah bah oui, t'es de retour, t'as vécu là. Je dis, ah bon, je m'en souviens pas du tout. Et puis vraiment, l'entité très joyeuse, vraiment qui se fendait la gueule de me voir ébahi de tout ça. Et qui s'était bien foutu de ma gueule pendant 3 nuits de suite. Je sais pas comment elle s'était débrouillée pour me faire rire, hein, ça elle m'a pas dit. Et donc elle me parle un peu de la manière dont elle gère énergétiquement le lieu, que j'étais d'ici, que j'avais passé du temps et que je m'en souvenais pas. Et ça la faisait hurler des rires que je m'en souvienne pas. Donc, bon, je dis très bien, bah, tu m'as fait une bonne farce, et voilà, bon, alors, une petite discussion, voilà. Et puis,
Mais tu as été reconnu aussi par un indigène qui... Alors, ça, c'est encore autre chose. Donc, je termine pour vous dire, Non, parce non, que... non, sur l'île de Pora Pora. Alors, non, c'est pas sur l'île de Port-à-Paris que j'ai été reconnu par un indigène. Alors, il me semble que si, parce qu'à un moment donné, donc, tu rencontres justement un habitant de l'île de Pora Pora, et c'est là où tu nous dis dans le livre avoir compris qu'on pouvait se réincarner juste pour une incarnation pour Oui, le non, non, loisir. alors non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu reliras le chapitre. Parce que tout à fait. Oui, je dis on pouvait se réincarner pour prendre des vacances, parce que bon, les habitants, certains habitants que j'ai rencontrés étaient en vacances permanentes. Mais bon, tu fais référence à autre chose, à une autre Oui, mais aventure je me du même rappelle, ça type. c'est Amérique Voilà. du Sud. C'est en Amérique du Sud. D'accord. Et en fait, si tu veux, à la fin du séjour, j'apprends effectivement, parce que le lien avec des choses objectives sur le plan physique arrivent quand même assez souvent. Donc, encore une fois, je ne suis pas un érudit dans le domaine de ces régions-là. Je ne me souviens pas être incarné là-bas. J'ai cette aventure, je pose le pied et quelque chose me dit tout de suite, cette île ne s'appelle pas Bora Bora, elle s'appelle Pora Pora quelque chose. Pora Pora, j'entends bien la différence entre Bora Bora et Pora Pora. Je dis, ah bon, Pora Pora. Et j'apprends à la fin du séjour qu'en langage autochtone, ça s'appelle l'île de ceux qui peuvent ramer sans faire de bruit. Et en tahitien, ça se dit Pora Pora quelque chose. Pora Pora, pas Bora Bora. Donc le lien avec mon expérience spirituelle est fait de manière objective. Et ça arrive souvent dans mon parcours. C'est validé. C'est validé d'une manière ou d'une autre. Et quand je dis ça arrive souvent, c'est arrivé encore ces dernières semaines et cette dernière année, après que j'ai écrit le bouquin. C'est objectivement des choses qui montrent de manière claire qu'il y a un lien objectif entre ce que je vis, ce que j'expérimente et la réalité physique. Donc l'exemple dont tu me parlais, c'est... Ah, on va y revenir après. Bon, d'accord, c'est Et... autre chose. Excuse-moi, Si tu veux, Marc. si tu veux. J'ouvre. C'est toi le patron, hein, Laurent. Michel, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Ben là, je voulais demander à Marc s'il avait une technique entre guillemets particulière, s'il avait une habitude, une respiration, enfin ou une méditation avant de partir, quoi. S'il avait un truc entre guillemets, quoi. Bon, Michel, alors en général, c'est la question qu'on me pose. Alors, oui, effectivement, j'ai des techniques très très personnelles. Et quand on me demande comment je m'y prends, je veux dire, c'est assez varié. J'ai le réflexe de pas les décrire parce que je pense que c'est pas forcément adapté à ce que sont les gens de manière spécifique quand ils n'ont pas encore eu ce type d'expérience. Par contre, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de recommander une organisation que je connais, à laquelle j'ai aucun intérêt de quelque sorte que ce soit, parce que ce sont des gens que je connais qui sont, à mon avis, éminemment compétents en la matière. Et si on m'autorise à en parler, je peux vous en parler parce que ce sont des gens que j'ai rencontrés il y a environ 2 ans et qui m'ont vraiment impressionné en termes de connaissances et de méthodes pour arriver à ceci. Je ne dis pas que j'utilise leur technique, mais ils m'ont appris beaucoup de choses et j'ai vu, avec les petits moyens qui sont les miens, j'ai vu que c'était des gens vraiment extrêmement pointus. Voilà. Donc ça s'appelle l'IAC. Ce sont des gens qui sont d'origine brésilienne, qui ont monté une espèce d'organisation à but non lucratif. Le fondateur de ça est un garçon qui s'appelle, enfin un garçon, un vieux monsieur maintenant qui s'appelle Valdo Vieira, qui raconte ses expériences de sortir du corps au Brésil. Il a monté, c'était un toubib, hein, un médecin ou un chirurgien, je ne sais plus. Il a monté cette organisation à but non lucratif. Ils ont réuni beaucoup, beaucoup de techniques pour arriver à produire pour des débutants et les autres ce phénomène-là. Et ils savent énormément de choses. Moi, j'atteste, bon, je prétends pas tout savoir, mais j'atteste vraiment, hein, de manière très libre, que ce que ces gens-là racontent est vrai et qu'ils en savent énormément et beaucoup plus que moi, j'en savais à l'époque où je les ai rencontrés. Donc oui, l'IAC, International Academy of Consciousness, le seul inconvénient, c'est qu'ils n'ont quasiment pas d'activité en France. Ils ont un bureau à Amsterdam, une autre, je crois, à Milan, un autre à Londres. Ils ont une espèce d'académie. Vous m'entendez, Michel? Oui, mais justement, je prends des notes, mais ils ont un site internet Oui, ils ont un aussi. site internet, hein, mais il ne faut pas taper IAC, je crois, il faut taper International Academy of Consciousness. Ils ont un espèce de campus, un véritable campus, style campus universitaire au Portugal, qui est dédié à la sortie hors du corps, avec des salles spéciales pour s'entraîner à tel ou tel aspect de la chose, et des méthodes, effectivement, pour s'entraîner et valider même. Ils ont une espèce de salle où il y a des télévisions qui diffusent des images de manière complètement aléatoire et inconnue de tout le monde, qui permet de valider la sortie astrale de ceux qui sont projetés hors de leur corps et qui sont chargés d'aller jeter un coup d'œil dans la salle pour dire voilà qu'est-ce qui passait à la télé à ce moment-là, pour valider objectivement la réalité de leur sortie. Bon, voilà, ce sont des gens qui ne sont absolument pas sectaires.
qui sont très pragmatiques. On n'a pas de traces de gourou là-dedans. Enfin, moi, j'en ai pas vu du tout. Et Dieu sait si les gourous, ça ne me convient pas. Hein. Bon, ça convient peut-être à d'autres, mais moi, ça ne me convient pas. Voilà. C'est à mon sens la seule organisation voilà, qui est vraiment efficace dans ce domaine-là. Il faut simplement parler anglais ou portugais et vouloir se déplacer et avoir les moyens de consacrer de l'argent à ça. Voilà. Autrement, il y a l'Institut Monroe que j'ai connu, moi, je suis allé en Virginie dans les années, à la fin des années 90, mais je pense que, et de loin, ce sont les gens de l'IAC qui sont les plus compétents. Si on veut arriver à réussir, enfin, si on veut arriver à se donner les meilleures chances possibles d'avoir une explication globale et les techniques les plus adéquates pour y arriver. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Michel. D'accord. Eh bien, moi, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez évoqué le prana. Oui. Moi, ça fait 4 ans que je me nourris de prana. Ah bah très bien. Alors, vous faites des drôles d'économies, hein. Oui, oui, oui. Mais je suis tout à fait, je suis tout à fait convaincu que, je suis tout à fait convaincu qu'effectivement, ce qu'on appelle l'énergie éthérique, je suppose que c'est la même chose, hein, ce qui circule partout. Alors vous devez l'incorporer peut-être par la colonne vertébrale ou à l'arrière du corps. Alors ne me demandez pas comment je fais parce que je ne sais pas. Hein. Ah, vous savez pas? Non, mais disons que moi je suis clairaudiente. Oui. Et ça fait 4 ans que j'ai senti qu'il fallait faire ça. Puis bon, ils me l'ont confirmé. D'accord. Et voilà. Et là, je dois manger les 15 jours dans l'année, pas plus, pour faire plaisir à mes enfants encore. Hein. Ah, c'est vrai. C'est marrant parce qu'il y a une de mes filles qui va se marier là le 26 avril et elle m'a fait promettre de manger ce jour-là. Ah, oui. C'est quand même un comble. Voilà. Bah, écoutez, bravo. Vous montrez que le monde matériel n'est pas la seule réalité par votre aptitude à vous passer de la nourriture physique. Mais de nourriture énergétique, oui. Mais même, je reste des semaines entières, quelquefois, sans manger et sans boire. Et vous devez avoir une meilleure lucidité, une meilleure forme physique que les gens qui consomment de la nourriture. Ah, mais je suis en pleine forme. Ouais, j'en doute pas. Et quelquefois, je ne dors pas aussi. Oui, c'est un des effets effectivement de la chose, je comprends. Ouais, oui. Et utiliser l'énergie vitale, donc c'est ce que vous enseignent l'énergie éthérique, c'est pareil. C'est ce que vous enseignent les gens de l'IAC pour arriver à provoquer la désynchronisation. Voilà, donc, Mais j'ai failli partir une fois. J'ai eu les oreilles qui me bourdonnaient, puis j'ai eu peur. J'ai dit non, stop. J'aurais pas dû dire stop. Maintenant, je regrette. C'est normal d'avoir peur les premières fois. Hein, donc, il n'est pas trop tard. On peut recommencer. On se familiarise, de toute façon, avec toute expérience, même traumatisante dans ce domaine-là, en renouvelant l'expérience. Au bout d'un moment, on dit j'ai compris, je vais avoir peur. Bon, je passe à travers. Et puis l'étape suivante, je l'assume. Donc si vous avez l'intention, derrière, si vous voulez, je réponds d'une autre façon à votre question. Fondamentalement, ce qui va provoquer la désynchronisation, ce qu'on appelle la sortir du corps, c'est votre intention. Mais la définition de l'intention est très particulière. J'ai un chat qui vient me dire bonjour dans le studio. Là. Donc la définition de l'intention est très particulière, mais vous devez comprendre par vous-même ce que ça veut dire. L'intention suffit. Mais juste avant de vous appeler, j'ai quand même demandé. Ils m'ont dit oui, si tu veux, on va le faire. Donc. Bon, ça va. Bon, vous travaillez en coopération, alors c'est un travail d'équipe. Voilà. Ouais. Bon, voilà. Je vous remercie. Mais voilà, Michel, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit, et bon sommeil si vous avez envie de dormir, ce qui peut très bien ne plus jamais arriver. Encourageant. Mais vous avez de quoi vous occuper, aller travailler par exemple, c'est bien. Non, mais c'est merveilleux parce que je peux faire plein de choses. Hein. Ben oui, je veux dire, 8 heures de sommeil en moins, c'est parfait. Des fois, je fais des nuits blanches. Hein. Je range, je suis en train de déménager. En plus, ça tombe très bien. Et vous pouvez avoir 3 boulots de 8 heures. Voilà, c'est ça. Bah, vous allez être riche. Hein. Bon, mais en tout cas, moi, je suis extrêmement croyante. Donc, voilà. Moi, j'estime que la vie avec lui, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Voilà. D'accord. Félicitations, vous avez trouvé votre voie. Oui, tout à fait. Bonne nuit à tous les deux. Bonne nuit. Moi, c'est le café qui est génial. C'est le dommage qu'elle soit dans la nuit, quoi. C'est vrai. Oui, mais bon, comme vous dormez pas, ça vous est égal. Oui. Mais tout le monde n'est pas comme moi. Mais vous n'êtes pas tout le monde.
Voilà, merci en tout cas, c'est très intéressant. Bonne nuit. C'est Super. gentil. Je suis sensible à votre appréciation, en tout cas, sincèrement. Ça chatouille, Marc? Oui, le chat qui m'a mis des poils partout. Eh oui, Il est très pote avec moi, ce chat, apparemment. une chatte. Oui, tout Ah, à c'est fait. une chatte. Ouais. Ouais. Merci Michel, bonne fin de nuit. Bonne fin de Au nuit, revoir. Michel. Au revoir. Au revoir. Bonne absence de sommeil. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Laurent, bonsoir Marc. Bonsoir, Raphaël. Depuis tout à l'heure, on a un peu l'impression de voyager entre Men in Black, les X-Men. Enfin bon, Ah oui, c'est Marvel. voilà, c'est tout à fait l'univers Marvel et Hollywood réunis. C'est assez impressionnant. Mais je vais écrire un scénario, ça va pas tarder. Moi, il y a une question que je me pose depuis tout à l'heure. Je me demande si, avec ce que tu fais comme expérience de sortie hors du corps, de voyage et autres, est-ce que tu as eu des tentations à des moments d'utiliser ces possibilités pour en tirer profit dans ta vie entre guillemets terrestre? Mais tu en tires des profits sans en avoir l'intention. Par exemple, tu vas ramener des informations d'une autre manière que tu n'es pas censé avoir sur le plan physique. Oui, mais bon, de là à dire que tu vas te débrouiller pour gagner plus d'argent, etc. Non, mais bon, oui, par ce Oui, biais-là, j'ai eu de temps ouais. en temps, souvent sans le chercher, des informations qui m'ont été utiles d'un point de vue physique, oui, de différentes natures. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai. Mais bon, tu vois, je pensais même pas en parler, bon, parce que c'est pas l'essentiel. Tu sais, le voyage en soi se suffit. C'est-à-dire que quand Ouais. tu te balades comme ça, tu as un tel sentiment de liberté, de plénitude que tu te dis que voilà, il n'y a rien de mieux. Il y a rien de mieux. Donc, dans ces instants-là, se dire, bon, je vais aller bosser pour gagner peut-être un peu plus d'argent, vraiment, ça semble. Non, c'est vraiment le genre d'idée que j'aurais jamais Non, eu, quoi. excuse-moi de te Ouais. couper, mais c'était pas dans le sens enfin, mon idée n'était pas dans le sens de ramener plus d'argent, mais je veux dire je sais pas, même à la limite pour aider des autres ou Alors, bon, si alors, tu veux, bon, tu vois, il y alors, a je un vais côté t'am- un peu je vais- Raphaël, utilisation de ça comme un outil, quoi. oui, alors écoute, moi je suis alors vraiment pas quelqu'un d'évolué parce que ça me traverse vraiment pas l'esprit. Alors de temps en temps, il y a manifestement des gens qui ont besoin d'aide et de temps en temps, effectivement, tu peux essayer de donner un coup de main, Ouais, mais c'est pas vraiment mon truc. Alors je sais que d'accord. spirituellement, c'est pas terrible ce que je vais dire. Là, ça va me cataloguer, mais bon, non, j'ai tendance à penser à moi et à mon voyage. Si je peux donner un coup de main, mais tu sais, les gens que tu rencontres dans ces instants-là, bon, ceux que j'appelle les dormeurs, ils te filent entre les doigts au bout de 30 secondes en général, et puis ils Mhm. oublient complètement ta présence. Alors, tu prends assez vite l'habitude de t'occuper des gens avec qui tu peux discuter, qui sont, en général D'accord. sont des gens qui sont décédés ou qui n'ont plus de corps physique depuis longtemps. Ouais, Donc voilà, c'est tout. Mais c'est pas une affaire, bon, voilà, c'est pas une affaire ouais, d'État non plus. ouais. Et par rapport au temps, est-ce que la possibilité de sortir hors de son corps, en fait, te donne la capacité je sais pas, d'accélérer dans le temps terrestre enfin, est-ce que ça te permet d'avoir une certaine liberté par rapport au temps qui est lié à notre matérialité, Ah, quoi? toi, t'as pas lu le bouquin, enfin. Non, bah Parce non, que tu pas encore. as une portion de chapitre dédiée rien qu'à ça. Non, non pas que je D'accord. cherche à vendre un bouquin de plus, hein. D'abord, on a On, pu on va en parler. parler de toute façon. Mais effectivement, c'est peut-être une originalité de ce bouquin, c'est que je dresse une espèce de mesure d'écoulement du temps en fonction du niveau vibratoire. Parce que je me suis rendu compte en écrivant le bouquin qu'en fait, j'en avais une assez bonne idée de ce qui se passait et comment ça se passait. Donc, je donne 3 exemples ou 2 exemples, je ne sais plus, en fonction du niveau vibratoire, de l'écoulement du temps relativement au temps physique. Et si tu lis le bouquin, tu vas voir que plus le niveau vibratoire augmente, dû à différents phénomènes, je pense qu'il y a également la rapidité de la pensée, Mhm. plus de choses se passent dans le même espace de temps physique, mais par contre, quand on descend dans les niveaux vibratoires, parce qu'on peut descendre en dessous du monde physique, c'est exactement le contraire qui se produit. Quand il va s'écouler Mhm. de manière subjective une Ouais. heure, c'est ce qui s'est passé dans cet exemple-là, une heure de Terrestre. l'endroit où tu te trouves, non, non, dans la référence où tu te trouves, et il s'est écoulé dans cette histoire-là, quelque chose comme 13h30 sur le plan Oui, physique. c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Donc, ah oui, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, voilà. Donc, oui, l'écoulement du temps, et tout ça, c'est relatif parce que qu'est-ce que c'est que la mesure du temps?
Même sur le plan terrestre, tu mesures le temps en fonction de tes besoins naturels, en fonction du temps qui t'est nécessaire pour aller d'un point à un autre, du temps qui va s'écouler entre le moment de prendre de repas. Et ces références-là, elles changent radicalement quand tu es hors de ton corps, en particulier hors de l'enveloppe éthérique, dans laquelle tu te déplaces extrêmement vite, voire instantanément, dans lequel tu as besoin de te nourrir, ton état de santé dépend pas de ton âge, enfin voilà, ce genre de trucs. Donc d'ores et déjà par nature, et puis ta pensée est beaucoup plus rapide, beaucoup plus claire, donc voilà, par nature déjà les choses se passent complètement différemment. Ta perception du temps est complètement différente. D'accord. Voilà. Bon. Par ça, j'ai pas résolu tous les problèmes de l'univers, hein, mais bon, ça. Oui, mais c'est peut-être. Ouais, on a encore beaucoup de On a choses encore on a encore du refaire. boulot, hein. Tu dors pas Bon. toi cette heure-ci alors? Non, ça tient en éveil. En plus, je m'étais dit, bon, j'écouterai plus tard en enregistrant ou en podcastant. Et puis finalement, en fait, on est tenu en haleine. C'est vrai. Il y a une autre question aussi, c'est est-ce que, parce que ton récit que tu nous donnes là, ça met l'eau à la bouche et ça donne envie enfin, je sais pas, moi aussi j'ai un peu je suis très attiré par les grands paysages et des choses comme ça, donc vraiment ça donne envie de Ouais. tenter l'expérience, quoi. Ouais, fais-le. Et, mais justement, est-ce que quand tu expliques ça, est-ce que il y a pas derrière une volonté d'essayer d'attirer les autres vers ça, ou est-ce Bah que non, pas vraiment trop. Bah tu sais, comme j'explique c'est ce que disait Laurent tout à l'heure. Je m'adresse surtout aux gens qui ont déjà des expériences de ce type-là et pour qu'ils aient ouais, qu'ils aient un embryon de connaissance et non pas de croyance. Donc à partir de là, je leur donne une image peut-être un peu plus large de ce qu'en moyenne ils peuvent avoir. Et je me rends compte que ça peut fonctionner de temps en temps, je dis pas à tous les coups, mais mon propos n'est pas ni de former les gens, ni de les inciter à faire quoi que ce soit. En gros, je me dis débrouillez-vous. J'ai déjà écrit ouais, le bouquin un peu bon à reculons. Il a fallu qu'on me le répète pendant un certain nombre d'années de différentes façons. Et ouais, bon, après, voilà, moi, il y a des gens qui prennent contact avec moi sur mon site internet pour me dire, bon, quand est-ce que vous me recevez pour m'enseigner tel ou tel truc? Et je réponds, en tout cas, depuis des mois, je dis je ne vous reçois pas, je n'enseigne à personne et je ne fais pas de ouais. conférences. Et puis voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à faire par ailleurs en dehors de ça. Donc, celui qui veut développer cette technique, il va trouver les solutions. Oui, oui, Je disais à l'auditrice précédente, c'est oui, oui. l'IAC qui me paraît Bien très très sûr. bien. Voilà. Hmm. Bon, Très bien. mais moi j'étais hier avec un ami dont j'ai parlé tout à l'heure et le Hmm. gars il a voulu m'entendre, il a voulu réaliser l'expérience, il a bossé et puis on va dire au bout de 8 9 mois il est arrivé il y a quelques jours et bon évidemment ça a changé sa vision du monde. Voilà. Donc Hmm. en bossant on y arrive, c'est tout. Hmm. Hmm. Très bien. Voilà. Bon, mais peut-être à bientôt dans dans un autre plan de vibration alors. Allez, d'accord, on dit ça comme ça. C'est vaste, hein. Bon, on sait jamais, hein, pourquoi pas. Avec Pourquoi plaisir. pas. Bon, Raphaël, bonne nuit. merci, Il faut aller se coucher au bout d'un moment, mais Ouais, bon, ouais, il faut aller se coucher. Merci voilà. beaucoup, bonne nuit Bonne nuit, et au à revoir. bientôt. Au revoir, Au Raphaël. revoir. Le 08 92 23 95 20, tu t'en sors avec les poils, Marc, c'est pas trop dur? Bah, j'écoute, il m'en a mis une demi-tonne. C'est ça, les chats aux poils longs, Je sais pas. frotter au micro, ça y est, ça attache. Hein, Ah bah ça y est, oui, j'en ai accroche. avalé, ouais, c'est bon. Il est très pote, Ouais. très sympa. Annette avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est une émission prodigieusement intéressante. J'aurais voulu savoir, quand vous avez rencontré ces êtres de lumière, et cet être féminin de 3 mètres, est-ce que ces êtres-là, est-ce qu'il y a la notion, en quoi peuvent-ils être utiles pour l'évolution de nous tous, du cosmos, en quoi peuvent-ils, est-ce qu'ils sont là pour être utiles à quelque chose? Alors, c'est un peu l'essentialité au sens sartrien que vous évoquez. Mais spontanément, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le concept d'utilité doit être relatif. Hein. Bon. Oui, tout Mais à fait. alors, oui, Je ne trouve pas un autre mot. oui, mais bon, j'y réponds néanmoins avec un maximum de sincérité. Oui, au sens où les connaître, c'est avoir envie de leur ressembler. Et avoir envie de leur ressembler, le moyen, on comprend très bien tout de suite que bah, c'est le parcours terrestre avec ses Alors, péripéties, ses embûches. ils sont là, est-ce qu'ils ont été des terriens à un moment Oui, donné? oui. Ce sont des gens qui ont été dans notre condition, parfois récemment, qui sont dans leur demeure, ce que
vous et moi, on sera de toute façon après la mort du corps physique. Ils sont dans des régions, on va dire, ordinaires, assez élevées, des êtres humains qui ont eu un séjour terrestre. Alors, pour certains d'entre eux, ils sont là depuis assez longtemps, d'autres moins, mais voilà, c'est le séjour ordinaire dans les mondes supérieurs. Et ils sont ce qu'on est en réalité, ce qu'on sera en réalité, ce qu'on est profondément en réalité. Voilà. J'ai jamais, moi, eu le sentiment de hiérarchie en disant, bon, voilà. Mais néanmoins, d'un point de vue égotique de celui qui s'aventure alors qu'il a un corps physique et qui est en voyage, on a vraiment l'impression de gens extrêmement supérieurs. Mais en même temps, Mais on a supérieur, supérieur, ça peut donner quoi être supérieur? ben, une Est-ce qu'ils ont un sensibilité, une but? intelligence, une expérience, une capacité à aimer, à comprendre et bien d'autres choses encore. Mais j'essaie Qu'est-ce de qu'ils vous peuvent apporter? apporter ben, un Ah exemple. ben, je parle pas spécialement aux Pas vous, terriens. pas vous. Bah, c'est bon pour moi. Je peux pas répondre pour d'autres, mais pour moi, ça Oui. me donne un exemple. Ça me donne une connaissance supplémentaire de ce qui nous attend, parce que ça me donne un exemple des conditions d'existence dans cet univers, dans l'univers où il se trouve. Je comprends mieux le sens de l'évolution, mais je vous parle que pour moi, hein. Après, Oui, oui, oui. leurs propos, vous savez, à quoi sert telle et telle chose. Bon, on est dans un monde extrêmement complexe, dans un univers extrêmement complexe, avec de multiples dimensions. Tout sert à tout et rien ne sert à rien, hein. C'est suivant le point de vue dans Oui, mais lequel. alors justement, alors là, est-ce qu'il y a dans vos voyages et dans vos rencontres la notion de Dieu, le mot, enfin, Alors oui, est-ce que je ça peux vous vous en est arrivé parler. d'en parler? Oui, alors je vais vous en parler à ma manière, hein. Alors Oui. bon, voilà. Bon, c'est mon idée, hein, ça vaut ce que ça vaut. Et ça peut changer, mais bon, je pense que la notion qu'on peut avoir de Dieu, elle est directement liée au degré de conscience qu'on peut avoir à un moment donné. C'est-à-dire que l'idée de Dieu, quand on est incarné dans le monde physique, elle ressemble assez souvent à ce que les gens qui croient ordinairement dans les églises ou dans les trucs comme ça. Et du point de vue de celui qui a compris deux, trois autres trucs, bon, c'est assez, bon, ça n'a pas l'air très avancé. L'idée qu'on se fait de Dieu évolue au fur et à mesure où on monte dans les plans vibratoires. On accède de plus en plus à ce sentiment de présence et aimante, et on comprend beaucoup mieux ce que veut dire peut-être l'amour universel, parce qu'on baigne dedans. Et on en arrive à l'idée que ce Dieu existe d'une manière ou d'une autre, même s'il est hors du concept atteignable par le cerveau psychique, enfin le cerveau humain, le cerveau incarné, le cerveau physique, et qu'on est bien incapable de le concevoir donc à ce niveau de réalité. Plus on accède à des niveaux supérieurs, plus on se rapproche, on a le sentiment de se rapprocher de ce qu'est l'origine, la source, ou Dieu si vous préférez utiliser ce terme-là. Voilà. C'est quelque chose, c'est un sentiment de rapprochement progressif, pour autant qu'on soit séparé. Et là aussi, on peut se poser la question véritablement de ce qu'on peut appeler Dieu. Et je suis pas sûr qu'on en soit séparé. Oui. Bon, Mais c'est une réponse peut-être un peu tordue, je suis désolé, non, hein. non, non, non. Euh, bon, maintenant par rapport au Big Bang et Dieu, est-ce que vous avez eu une information? Je n'ai aucune La création du monde. je n'ai aucune information sur le Big Bang, mais j'ai un sentiment, ce chat m'a mis des poils partout. J'ai un sentiment, j'ai pas le sentiment aujourd'hui, tiens j'en ai eu un, j'ai pas le sentiment aujourd'hui que ce qu'on appelle le Big Bang aujourd'hui dans notre science soit la règle universelle pour l'ensemble de la création. J'ai même le sentiment absolu du contraire. Oui, Alors oui, peut oui, je le ressens voilà. justement, oui. Bon, maintenant ça reste un sentiment et je peux pas vous dire, Oui, 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 il y a une entité supérieure qui s'est présentée au nom de Dieu qui m'a expliqué qu'on s'était fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Non, oui. c'est un sentiment. Oui, oui, non, mais je le ressens aussi, ça, comme ça. J'ai pris en marche l'émission. Vous avez écrit un livre. Je pourrais avoir tout à l'heure les références. On peut même les donner tout de suite, hein, si vous voulez, Très Annette, il n'y a bien. pas de souci, hein. Donc Oui, ça s'intitule 0,001% en chiffres, oui. et écrit L'expérience de la réalité, c'est aux éditions Interkeltia. Interkeltia avec un K que vous pouvez retrouver et acheter sur le site internet de l'éditeur, ou alors Le sous-titre, c'est l'espérance. l'expérience, L'expérience. l'expérience de la réalité. Ah, c'est magnifique cette émission. Quel bonheur. Je vais continuer à vous écouter C'est gentil. à ma radio. Merci à vous. Merci, merci. Merci Annette, au revoir. Bonne nuit Annette. Je ferme à nouveau à la rigueur le standard ou pas. Non, bah, je le laisse ouvert. Et puis, si vous souhaitez intervenir, ça sera avec plaisir. Et on aura l'occasion d'insister un peu plus pour que vous puissiez intervenir durant cette émission. Donc,
Tu allais parler, Marc, Oui. de cette rencontre que tu as faite, et c'est là où on va commencer à travers c'est une bonne porte d'entrée, je trouve, des vies antérieures. Allez, c'est parti. De cette rencontre que tu as effectuée en Amérique du Sud, je te laisse raconter cette histoire, et puis on va approfondir un petit peu tout ce que ça implique, tout ce qu'il y a derrière. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, bon, quand on commence à se souvenir de ses vies passées, ça a tendance à arriver après en cascade parce qu'on a ouvert la porte. Et chez moi, c'était pas quelque chose de difficile à acquérir. Donc, ça m'a posé, comme je le raconte dans le livre, un certain nombre de problèmes que j'ai dû gérer parce que bon, faut faire face à tout ce qui remonte. Mais dans cette séquence-ci où je me suis incarné, bon, avant l'arrivée des Espagnols, des Européens d'une manière générale dans cette région-là, je faisais partie de cette peuplade qu'on a appelée les Arawaks après dans l'histoire, et qui était un mot qui était hérité de la manière dont on se nommait nous-mêmes. Donc à l'époque où j'étais dans cette région-là, je pesais dans les 40 kilos, j'étais de petite taille, la peau très brune, et on n'a jamais vu le moindre Européen, donc à mon époque. Et quand le souvenir de cette incarnation est arrivé, c'était une des rares fois où j'ai remonté également en ma mémoire des mots de la langue que je parlais à cette époque-là. Donc, et en particulier certains mots qui étaient utilisés dans des rituels de guérison qui sont dans la tradition. J'ai dit ma tradition, c'est pas, mais bon, dans ma tradition, due à cette incarnation-là, des mots sacrés qu'on ne doit pas utiliser à la légère, qu'on doit utiliser que dans l'instant où ils sont appropriés. Donc, je vais donc dans ce lieu-ci, qui est le Yucatan, sachant que moi, mon incarnation, c'était pas exactement l'endroit où je me trouvais, je savais parfaitement où ça se passait. Et je suis au Club Med il y a quelques années, au début des années 2000. Et on se promène, je ne sais plus si c'est à Chichen Itza ou quelque chose comme ça. Il y avait là une dame de Montpellier qui était voyante de profession, qui rentre en transe au cours d'une balade, comme ça elle marchait, puis elle rentre en transe. Et elle se met à parler de moi sans s'en rendre compte, parce qu'après elle a gardé aucun souvenir de ça. Et mon épouse me rapporte qu'elle parle de moi s'agissant de moi, elle dit de toute façon pour lui, c'est un retour à la maison. Moi, me souvenant parfaitement de la chose, je me dis bah oui, je suis au courant. Bon voilà. Donc ceci pour l'anecdote, hein. Cette personne en transe bon, a dit à mon épouse ce dont je me souviens parfaitement. Quelque chose qui est donc que je raconte également dans l'ouvrage et qui a été frappant. Donc je vois ces gens-là tels que j'étais auparavant, et on va dans un espèce de parc d'attractions qui s'appelle Xcaret. Dans ma langue, il y avait beaucoup de che, et le parc s'appelle Xcaret, qui se symbolise en écriture occidentale par un X. Et on est dans ce parc d'attractions, on va rejouer un jeu charmant auquel se livraient les gens, pas forcément de mon époque d'ailleurs, mais bon, ils jouaient une sorte de partie de football, mais avec des crosses et des boules de feu. Bon, voilà, c'est comme ça, ils sont pieds nus, voilà, c'est des boules de feu. Bon, voilà, on peut se demander pourquoi, mais bon, nous, on joue bien au basket, ou on va jouer avec des boules de feu, ils avaient une espèce de match avec ça. Donc on est dans un espèce de stade avec tous les touristes du coin. Moi, j'ai l'air d'un touriste comme tout le monde, avec mon sac à dos, mon appareil photo, et puis peut-être une bouteille d'eau dedans. Et puis je suis dans les premiers rangs, et j'attends que le spectacle commence. Et je raconte vraiment tel que ça, je l'ai décrit dans l'ouvrage, je vois arriver, surgissant des vestiaires sur la gauche, là, je vois sortir un gars, un autochtone, donc bon, peut-être 35-40 kilos, tout mince, tout petit, la peau très bronzée, habillé très simplement. Et il était peut-être à 100 mètres de moi quand il est sorti, là, ou bon, oui, facilement 70-80 mètres. Et il se tourne vers moi, puis d'un seul coup, alors je reçois son intention. Alors l'intention, je l'explique dans le livre, c'est ce qui mentalement va déterminer ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on va faire dans les tout prochains instants. Et dans ce message que je reçois, à mon grand étonnement, je reçois une information comme quoi il m'a reconnu en tant qu'ex-habitant de cette région-là, et que son intention c'est de se diriger vers moi et de me saluer. Alors je suis très surpris, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Comment ce gars-là a pu savoir un truc pareil? Et puis en même temps, il y a toujours cette espèce de conflit à l'intérieur de soi, on dit non, c'est pas possible. Donc je regarde autour de moi, je me regarde, je dis bon, j'ai vraiment l'air de ce que je suis, quoi, un touriste.
Et bien non, le gars se dirige droit sur moi, comme je l'avais prévu, et quand il arrive sur moi, je m'avance, et on se fait le salut qu'on avait l'habitude de se faire à mon époque, qui est le même de nos jours, qui consiste pas à échanger une poignée de main. Mais on se fait ce salut-là, exactement le même, lui et moi on le fait. Se toucher les bouts des doigts. Voilà, on se touche du bout des doigts avec une certaine délicatesse et tout ça. Et je sais dans cet instant qu'il sait parfaitement qui je suis et que j'ai été là. Il tourne les talons et disparaît. Alors, ça a l'air quelque chose de très très simple. Et bon, simplement à la fin un autre événement qui est arrivé le même jour, au même moment, c'est qu'à la fin, ils choisissent en général un touriste quelconque dans les peut-être 500 ou 1000 spectateurs qui sont là, qui assistent à la partie de boule de feu, pour descendre dans l'arène pour faire je ne sais plus quoi. Et sans grande surprise, de mon côté, ça a été moi, voilà, ce jour-là. Donc moi, ça m'a énormément marqué ce personnage à qui on aurait pensé que c'était vraiment, bon, voilà, ces gens à qui on fait pas attention, quoi, qui sont des autochtones, qui sont visiblement très pauvres. J'ai vu une personne éveillée qui avait parfaitement vu qui j'étais, ce que j'avais été. Ça m'a complètement soufflé de voir que ça pouvait se produire, ce genre de choses. Ça a renversé encore une fois, ça m'est arrivé de nombreuses fois, ça a renversé ma vision du monde et des gens. Ça avait l'air d'être un gars de... Voilà. Et puis en fait, non, c'était quelqu'un d'extrêmement éveillé, au-delà de toute apparence, et qui m'a parfaitement démasqué, on va dire, sous mon apparence d'occidental de 80 kilos. Oui, le parfait touriste. Le parfait touriste, voilà. Très surprenant. Bon, j'essaie de raconter des choses comme ça, qui sont des choses vécues, qui sont souvent illustrées par des choses, voilà, physiques. On va dire, bon, j'ai vu cette intention et il s'est vraiment dirigé vers moi. Il est venu directement sur moi pour me saluer, directement, comme je l'avais perçu. Et ça s'est passé comme ça. Il n'a eu aucune hésitation. Il n'a pas choisi, il est allé droit sur moi.